Petit message avant de commencer véritablement cette vidéo. On pourrait se demander, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se fait une interview de lui-même? Pourquoi il va se poser ses propres questions? Plusieurs raisons à ça. Déjà parce que pas mal de personnes par le passé m'ont demandé de le faire, m'avaient dit que ça serait intéressant de connaître mes réponses à mes propres questions. Cette interview sera la 10e de cette série, donc je me suis dit que ça serait marrant d'une certaine manière de faire quelque chose d'un petit peu spécial pour ce 10e numéro. Et également, on s'approche quand même vite de la 3e année de la chaîne. Donc voilà, je me suis dit aussi pour cette raison-là, ça serait marrant d'avoir une vidéo un petit peu spéciale, qui sort un petit peu du lot. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose mes réponses à mes propres questions, histoire d'en savoir un peu plus sur moi, sur la chaîne Orient Manga. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Alors je me suis lancé sur YouTube il y a quelques années maintenant, même avant, bien avant la version de la chaîne que vous connaissez à l'heure actuelle, puisqu'il faut savoir que j'avais lancé une première version de la chaîne, on va dire, en tout cas un premier concept. À l'époque c'était sur Dailymotion je crois, et je crois que ça s'appelait déjà Oreo Manga, mais il n'y a eu que 5 vidéos à l'époque, c'était il y a très longtemps, et en fait au bout de 5 vidéos j'ai plus ou moins laissé tomber l'idée parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Voilà, je me rendais compte dès le départ que en fait ce que je faisais dans les vidéos c'est ce que je ne voulais absolument pas faire, c'est-à-dire me mettre devant la caméra sans quasiment aucune préparation et plus ou moins de tête vous conseiller un manga. Et je voulais pas faire ça parce que déjà je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient déjà, donc je voyais pas trop en quoi c'était intéressant que moi je le fasse également. Et puis voilà, j'avais envie de proposer un contenu travaillé et de sortir un petit peu des simples vidéos. J'ai lu un manga, je vais vous en parler, achetez-le, c'est très bien. Voilà, je voulais essayer de proposer quelque chose de plus sérieux, de plus construit. Et du coup, au bout de 4-5 vidéos, je me suis rendu compte que si je voulais faire ça, ça allait demander du temps, ça allait demander un passage par l'écriture des vidéos au préalable, ça allait demander un temps de réflexion par rapport au format, etc. etc. Bref, donc cette première version a disparu d'internet, je pense, aujourd'hui. Mais sinon, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que je me suis lancé sur YouTube ? C'est l'envie de partager et répondre à une certaine frustration, c'est-à-dire à chaque fois que je lisais des mangas, et des mangas qui me plaisaient, qui me touchaient, que je trouvais vraiment intéressants, vu que j'habite en Allemagne, j'ai personne autour de moi ici, à la fois francophone et en même temps qui s'intéresse au manga, je me suis dit, voilà, pourquoi pas essayer d'en parler en vidéo, comme le font plein d'autres gens passionnés par le cinéma, la musique, etc. Pourquoi pas moi? Et puis pourquoi pas essayer d'apporter, voilà, peut-être une voix littéralement plus adulte et qui va parler pas forcément des nouveautés, mais qui va peut-être se pencher sur des choses plus anciennes et voilà, et parler des mangas qui valent le coup d'être lus et découverts, qui sont pas forcément les mangas qui sont mis en avant par les librairies et autres. Voilà, donc j'ai lancé la chaîne pour toutes ces raisons-là, donc répondre à la frustration de ne pas pouvoir parler des lectures que je faisais, et en même temps essayer de parler des mangas de manière un peu plus adulte. Si tu devais résumer ta chaîne en quelques mots ou quelques phrases pour la présenter, que dirais-tu? C'est une chaîne... je pense que...
peut-être le meilleur moyen de le résumer, c'est une chaîne qui, malgré tous ses efforts, n'arrive pas à trouver vraiment un public, ou en tout cas n'arrive pas à trouver un large public. Voilà, parce qu'en même temps, je fais pas les choix qu'il faudrait pour atteindre ce but, mais c'est volontaire, parce que moi je préfère avant tout faire des vidéos parce que j'en ai envie, et pas faire des vidéos pour forcément plaire ou attirer les foules. Si je pouvais combiner les deux, ça serait génial, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Mais donc résumer la chaîne, c'est la chaîne d'un mec qui va bientôt, qui se rapproche des 40 ans, qui lit des mangas depuis plus de 25 ans, qui a toujours été passionné par cet univers et qui veut essayer d'en parler, potentiellement pour toucher un large public, justement en essayant d'éviter l'écueil de l'adolescent dans sa chambre qui va parler du nouveau volume de One Piece, ce qui est très bien pour lui, si c'est ça qu'il a envie de faire, c'est très bien. Moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, et justement au travers de ma chaîne j'ai envie de montrer que les mangas, certes c'est les gros shonen qui se vendent par camion dans les Fnac, mais les mangas c'est bien plus que ça. Et je trouve que sur YouTube, toute cette richesse est assez peu représentée, elle est assez peu présente, et quand elle est présente, quand elle est représentée, ça reste dans l'ombre. Je suis pas le seul à faire ça, je pense, comme ça de tête à la chaîne de Monsieur Mangas, je pense qu'il fait un petit peu dans la même veine que moi, en tout cas des titres dont il parle, et on voit bien que voilà, je suis pas le seul à galérer d'une certaine manière à trouver un public sur YouTube. J'ai trouvé un public, certes, il est assez restreint, mais j'en suis heureux et j'en suis chanceux. Te souviens-tu du tout premier manga que tu as lu, et quelles en étaient les circonstances? Alors je me souviens très très bien du premier manga que j'ai lu. Le premier manga que j'ai lu, c'est un hasard en fait. Le premier manga que j'ai lu, c'est le tome 1 de Dragon Ball, donc la première édition donc, des années 90, par Glénat. Et je l'ai lu parce que il était vendu en bundle, donc il accompagnait le jeu Super Nintendo Dragon Ball Z, la légende Saiyan, donc c'était le deuxième opus à l'époque du jeu de baston DBZ, et j'ai acheté le jeu, j'étais encore adolescent, j'ai acheté le jeu à Auchan Perpignan, donc mon souvenir est très très précis. Et dans la boîte, à l'époque, je sais pas si ça se fait encore, parce que j'achète plus vraiment de jeux vidéo de nos jours, mais à l'époque les jeux vidéo ils étaient vendus dans des grosses boîtes en plastique dur, transparente, et dans la boîte il y avait le manga, le premier tome de Dragon Ball, avec le jeu. Je sais pas pourquoi, enfin une offre commerciale j'imagine, justement pour lancer le manga. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier manga, et évidemment je connaissais Dragon Ball bien avant avec le dessin animé, mais j'avais jamais lu de manga, et surtout à l'époque les mangas ça courait pas les rues. On était au milieu des années 90, donc c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, et c'est vrai que à part Dragon Ball, il n'y en avait pas 150 des mangas quoi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les mangas, voilà, ce que c'était vraiment, et que assez rapidement je suis tombé dedans. As-tu un auteur de manga préféré? Franchement, en dire qu'un seul, ça serait... Je pense pas que ce soit possible. Et puis je reprendrai un petit peu ce qu'avait dit le chauve burlesque dans son interview, quand je lui avais posé la question, où il avait dit qu'il avait pas vraiment d'auteur favori, parce que lui ce qui l'intéresse davantage c'est les œuvres en elles-mêmes et pas les auteurs, parce que les auteurs on sait jamais en fait comment ils vont évoluer, ce qu'ils vont nous proposer au fil du temps, et c'est vrai que j'ai un petit peu la même expérience avec par exemple Inyo Asano, qui pendant longtemps a été un de mes mangaka préférés, mais c'est vrai que ses deux derniers mangas en date, enfin surtout son dernier, donc DDD, Demon Destruction, je sais pas quoi, enfin le titre à rallonge, c'est vrai que j'ai abandonné au bout de 3 tomes parce que j'ai pas du tout accroché, alors que jusqu'à présent la plupart de ces mangas, je les ai tous trouvés très très bons, j'ai beaucoup apprécié dans l'ensemble.
Donc c'est vrai que d'un manga à l'autre, l'auteur peut vraiment changer, et puis nous aussi on change en tant que lecteur. Donc c'est difficile de rester tout le temps attelé à un auteur précis. Bon, ceux qui regardent la chaîne depuis longtemps savent que j'adore Jiro Taniguchi. Même si c'est vrai, je veux dire, je le reconnais, hein, j'en ai tout à fait conscience. C'est vrai que Jiro Taniguchi, certes, dans sa jeunesse, il a fait des choses qui s'éloignaient beaucoup des mangas contemplatifs. Donc les mangas contemplatifs sont arrivés plus tard dans sa carrière. Au début, il faisait beaucoup dans les histoires de crimes, les histoires d'aventure. Et j'avoue que ces mangas-là, ils restent intéressants, mais je les trouve pas exceptionnels. Je veux dire, ils sont pas. Je pense que c'est vraiment des mangas pour les fans de l'auteur qui veulent découvrir comment il a commencé. Mais c'est pas forcément des mangas que moi je recommanderais à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est pareil, tout en appréciant beaucoup la plupart de ses œuvres, tout n'est pas parfait non plus. Mais c'est vrai qu'il reste tout en haut pour moi, avec des auteurs comme Katsuhiro Otomo, Satoshi Kon. Je pourrais dire Yukito Kishiro parce que j'avais adoré Gun, mais par contre Gun Last Order c'est pas possible quoi. Donc voilà. Si je devais en choisir qu'un, je dirais peut-être Jiro Taniguchi. Et je vais faire une parenthèse pour citer un auteur coréen dont j'ai oublié le nom à l'instant, donc ça tombe très bien. C'est vrai que j'ai du mal avec les noms coréens, mais c'est l'auteur qui a écrit Histoire d'un couple, ainsi que Le goût du kimchi, donc vous pourrez aller chercher ça sur Google, son nom m'échappe. Mais c'est vrai que j'ai adoré Histoire d'un couple, j'ai beaucoup aimé Le goût du kimchi, donc je serais vraiment très très heureux de voir davantage de ses œuvres arriver en France, et j'espère que ça sera le cas un jour. T'est-il arrivé de ne pas accrocher à un manga au point de ne pas le terminer? Alors oui, ça m'est arrivé pas mal de fois. J'en parlais tout à l'heure, donc le Inyo Asano en cours, là, le Dead Demons Destruction, le nom imprononçable, c'est vrai que ça m'a fait un peu mal, j'étais un peu déçu en fait d'abandonner, parce que c'est vrai que j'aime pas abandonner des lectures, mais bon, si au bout du 3e tome, on n'accroche toujours pas, voilà, les mangas c'est pas gratuit, faut bien faire un choix, et voilà quoi. Donc ouais, la série en cours d'Inyo Asano, j'ai arrêté au bout de 3 tomes. Gun Mars Chronicle, donc la série en cours de Yukito Kishiro, j'ai aussi arrêté au bout de 3 tomes, pareil. Parce que Gun Mars Chronicle, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'il faisait pour Gun Last Order, donc pour moi c'est beaucoup trop éloigné de ce qu'était Gun. Gun était vraiment un manga cyberpunk qui parlait beaucoup du transhumanisme, des notions de qu'est-ce que c'est d'être humain, quelle est la valeur de l'âme humaine par rapport à la fusion avec les machines, etc. Donc c'était des sujets qui, je trouvais, étaient très intéressants, et surtout qui étaient très bien amenés dans le manga Gun. Et à partir de Last Order, on part pratiquement sur du shonen, où le manga, c'est quasiment plus que de la baston. Enfin, je veux dire, les 3/4 du manga, ça se passe, c'est un tournoi intergalactique d'arts martiaux, donc on est tellement loin des questionnements de Gun original que voilà, c'est inintéressant, en tout cas selon moi. Après, il y a d'autres mangas que j'ai arrêtés parce que j'étais clairement pas la cible. Donc des mangas, par exemple, je le fais plus trop, mais il y a encore quelques années en arrière, ça m'arrivait d'acheter des lots sur eBay, des gens qui vendaient des séries complètes ou des séries presque finies pour moins 50%. Donc c'était une très bonne, je pense que c'est un très bon moyen justement de découvrir à moindre coût des auteurs et des séries. Donc à l'époque j'achetais pas mal de mangas sans trop savoir ce dont il s'agissait, vraiment par curiosité. Et du coup dans le tas c'est arrivé que je tombe sur des séries vraiment, c'était pas du tout pour moi. Par exemple je pense à Iris Zero, qui est pour l'instant je crois qu'il y a que 7 tomes de sortie, et clairement je suis beaucoup trop vieux pour ce genre de manga, donc j'ai laissé tomber quoi. Y a-t-il des mangas très rares, qu'ils soient épuisés ou trop chers, que tu rêves d'acquérir? Alors oui, des mangas des mangas rares, parce qu'ils sont chers, épuisés, des trucs de collection, ouais, il y en a pas mal. C'est vrai que pendant très longtemps, moi je voulais avoir Mother Sarah,
en édition française, mais il est introuvable, il a jamais été réédité, donc on voit des annonces passer, mais c'est genre 300 € pour la série entière, enfin c'est de la folie, c'est n'importe quoi. Donc finalement un jour je me suis décidé à acheter la série, la version américaine, pour une bouchée de pain. Et d'ailleurs je l'ai toujours pas lu. C'est vrai que je l'ai acheté parce que elle coûtait vraiment rien, je crois que j'ai eu pour 30 $, donc ouais, pour 35 € j'ai eu la série entière en version américaine. Donc elle est encore sous cellophane, je l'ai toujours pas lu, honte à moi. Après il y a des mangas, moi souvent ce qui m'intéresserait, ça serait d'avoir des mangas des années 90 qui ont un petit peu disparu. Mais bon, le problème c'est que du coup ils sont vieux, donc ils sont rares. En plus ils sont vieux, donc c'est difficile de les trouver en même temps complets, en même temps en bon état. À l'époque, comme le manga se vendait pas encore aussi bien qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a beaucoup de séries qui ont jamais été terminées, donc t'achètes une série de manga, tu as 5, 6, 7 tomes, et puis en fait tu sais que tu connaîtras jamais la fin, donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Mais ouais, évidemment, il y en a plein, moi, c'est... Ou alors des séries, des mangas vraiment pas connus. En fait, plus je vieillis et plus ça m'intéresse de dénicher, de découvrir des auteurs. Ça m'intéresse plus de découvrir des auteurs que je n'ai jamais lus, pour découvrir un nouveau style, plutôt que d'acheter des mangas d'un auteur que je connais déjà, même si c'est très sympa aussi, mais si je dois choisir, j'irai toujours vers un auteur que je connais pas, pour, voilà, tout simplement parce que je suis curieux, et parce que j'ai pas envie de toujours lire plus ou moins les mêmes choses, les mêmes styles, et puisque le manga est un art graphique, et bien d'un auteur à l'autre, comme on le sait, ça peut varier énormément. Donc découvrir des nouveaux auteurs, c'est toujours... voilà, on découvre toujours des choses, c'est toujours intéressant. Que penses-tu du paysage des chaînes YouTube manga francophones ? Alors, le paysage des chaînes manga YouTube francophones, c'est un sujet extrêmement épineux, je pense. C'est une question vaste et difficile. C'est un sujet épineux parce que c'est difficile d'en parler sans froisser des gens ou sans être mal compris. Je dirais que les chaînes... Bon, déjà, commençons par le positif. Je dirais que c'est très bien qu'il y ait énormément de chaînes manga YouTube francophones. Il y en a vraiment énormément, à tel point que c'est impossible de toutes les connaître, je pense. Moi-même, j'en connais pas des masses. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'en regarde très peu. Déjà parce que j'ai pas trop envie d'être influencé par d'autres youtubeurs qui parlent plus ou moins du même univers que moi. Donc je préfère garder un petit peu mon approche, ma vision des choses. Et aussi parce que je peux pas être... faut choisir, soit je fais des vidéos, soit je regarde. Donc je peux pas faire les deux. Donc je regarde certaines vidéos de gens... Les chaînes manga que je regarde, honnêtement, c'est beaucoup plus pour la personnalité du youtubeur que pour ce dont il parle. Même si, évidemment, ça arrive qu'il y ait une combinaison des deux, mais pour moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la personne. Comment elle va s'exprimer. Est-ce que le youtubeur, on voit qu'il a fait une recherche avant? Est-ce qu'il a écrit sa vidéo? Voilà, donc moi ce qui m'intéresse davantage, c'est vraiment, voilà, comment la personne s'exprime, ce qu'elle raconte, la manière dont elle le fait, et pas nécessairement le sujet. Si le youtubeur il est vraiment passionné par ce qu'il est en train de raconter, il va pouvoir capter mon attention. Et il n'a pas besoin d'avoir une super caméra, un super son, mettre des blagues dans ses vidéos, etc. Non, s'il est vraiment passionné, ça se sent, et pour moi c'est ça qui est super important. Donc, pour continuer sur le sujet des chaînes, très positif, il y en a énormément, donc c'est très bien, puisque moi j'ai connu l'époque où voilà, les mangas c'était... quasiment personne n'en parlait, etc. Donc je suis vraiment ravi qu'on en est arrivé à un stade où c'est l'inverse, où il y a des passionnés partout, et c'est super, c'est très bien. Après, ce qui me désole un peu, c'est que il n'y a pas énormément de... Bon, déjà, les gens qui ont plus de 30 ans et qui ont une chaîne YouTube manga...
je crois que je les compte sur les doigts d'une main, enfin encore une fois je les connais pas tous mais il y en a très très peu. La vaste majorité des youtubeurs manga sont des gens qui ont moins de 25 ans, voire moins de 20 ans. En tout cas ceux que je connais, ceux que j'ai vus, et j'en ai vu pas mal. Et du coup, le résultat de ça, c'est que l'image des mangas qui est donnée sur YouTube, à quelques exceptions près, c'est quand même très souvent la même chose, ou en tout cas, on sort très peu de l'univers des mangas qui sont soit déjà très connus, soit les mangas, c'est des nouveautés, donc on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont déjà très mis en avant par les éditeurs, par les librairies, les FNAC, etc. Il n'y a pas énormément de chaînes, une fois de plus, à ma connaissance, je ne connais pas tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de mangas soit plus anciens, soit qui viennent pas juste de sortir, etc. Donc qui essayent de montrer un petit peu la richesse de cet univers, qui essayent de mettre en lumière des mangas qui abordent des thèmes qui sont pas forcément vendeurs, etc. Il y a aussi pas énormément de chaînes manga qui sont plus thématiques. Et là, je peux le comprendre tout à fait, parce que moi-même, je m'y suis essayé quelques fois, et des vidéos thématiques, bah, c'est vraiment pas facile, parce que déjà, il faut avoir l'idée, tout simplement. Qu'est-ce que j'entends par vidéo thématique? Je veux dire une vidéo qui va pas parler de manga en soi, c'est-à-dire c'est pas une vidéo qui va présenter des mangas forcément, mais qui va aborder un thème au sein des mangas. Par exemple, quand j'avais fait la vidéo La ville dans les mangas, la vidéo elle parle de manga mais indirectement en fait, et elle tourne sur un thème. Et ça, il n'y en a pas énormément. Mais encore une fois, je comprends, parce que c'est vrai, c'est difficile. Il faut trouver une idée qui soit à la fois intéressante, et puis après, il faut la traiter. Donc ça, c'est une vidéo qui est écrite, c'est énormément de recherche derrière, c'est énormément de travail, donc je comprends que c'est pas facile. Mais c'est dommage. Un autre regret, je pense, c'est que les rares youtubeurs manga qui ont acquis une certaine notoriété, un certain public, n'en profitent pas. Alors je sais pas si c'est conscient, inconscient, volontaire, involontaire, ça c'est un autre débat, mais c'est dommage qu'ils n'en profitent pas pour justement essayer de sortir de cette image justement du manga shonen, du manga d'aventure, du manga de baston, etc. J'ai rien contre ces mangas-là, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt, je pense. Et ces youtubeurs qui ont acquis une certaine notoriété, ils en sortent très rarement de cette image-là, et ils enchaînent les vidéos sur Dragon Ball Super, One Piece, des unboxings, etc., etc. De leur point de vue, je comprends que si ce qui les intéresse, si ce qu'ils veulent, c'est faire des vues avant tout, et bien évidemment il y a une certaine logique derrière. Mais après, faut choisir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait une chaîne YouTube manga pour faire des vues et donc potentiellement gagner un peu d'argent, ou est-ce qu'on fait une chaîne YouTube manga pour parler des mangas avant tout? Et je ne pense pas... Après peut-être je suis trop, trop naïf, mais je pense pas que ce soit incompatible. Moi j'imagine bien par exemple une chaîne YouTube manga qui fasse toutes les 5 vidéos par exemple, fasse une vidéo vraiment qui va parler d'un manga pas forcément connu, qui va mettre en lumière un courant de la BD japonaise, le Gekiga ou autre. Je pense pas que ce soit impossible, et l'excuse de dire oui mais on est obligé de faire des vidéos sur One Piece sinon on fait pas de vues. Ouais, mais à ce moment-là, la question c'est pourquoi est-ce que tu as une chaîne YouTube? Là, il faut se poser la question. Est-ce que si tu as une chaîne YouTube pour faire des vues, effectivement. Si tu as une chaîne YouTube pour parler de ta passion, c'est une autre histoire. Quels sont les YouTubeurs, toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail? Alors, les YouTubeurs qui m'inspirent, honnêtement, il y en avait qu'un, et je parle au passé parce que c'est plus le cas. Mais clairement, le youtubeur qui m'a inspiré pour, en tout cas, un certain aspect visuel de la chaîne, en tout cas du début de la chaîne des épisodes Oreo Manga, c'est le youtubeur américain Angry Joe, qui est un youtubeur qui faisait quasiment exclusivement du jeu vidéo, mais qui maintenant
a un petit peu perdu de vue ça, enfin il est encore beaucoup dans le jeu vidéo, mais il fait aussi beaucoup des, entre guillemets, des critiques de cinéma, même si c'est très discutable ce qu'il fait. C'est pour ça que je ne le suis plus vraiment, j'ai un petit peu décroché, mais dans son format de critique de jeux vidéo, enfin de vidéos sur les jeux vidéo, j'ai envie de dire, voilà, il utilise un fond vert, il fait des sketchs, il fait de la mise en scène par rapport aux jeux vidéo dont il est en train de parler. Et clairement, c'est ce que je faisais, en tout cas c'est ce que j'essayais de faire dans les épisodes Orion Manga, où moi aussi, voilà, j'avais un fond. Je voulais pas me mettre devant ma bibliothèque et parler. Je voulais pas faire ça, parce que je me disais, tout le monde fait ça. Je voulais trouver une certaine originalité, donc je me suis dit, si j'utilise un fond vert, bah, je vais pouvoir faire des effets spéciaux, je vais pouvoir jouer avec ce fond vert justement, et il y a très peu de youtubeurs manga, à ma connaissance, qui utilisent ça. Alors ça veut pas dire forcément que c'est une bonne idée, mais en tout cas c'est une idée originale. Et c'est vrai que Angry Joe, ça a été d'une certaine manière mon modèle, en tout cas sur la forme, pas sur le fond, mais sur la forme, ouais. Après, youtubeur francophone, non. On pourrait croire que Jérôme de la chaîne JDMP m'a inspiré, mais en fait, moi je l'ai connu bien après avoir créé ma chaîne, donc en fait quand je suis tombé sur ces vidéos JDMP, justement ça m'a frappé de me dire tiens, quelqu'un qui fait plus ou moins la même chose que moi, attention, je dis pas du tout qu'il m'a copié, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, c'est juste que voilà, c'est une coïncidence d'avoir découvert sa chaîne où quelqu'un qui faisait aussi des vidéos où il y avait un fond vert, où il y avait des sketchs, où il y avait des costumes, ce que je faisais aussi moi à l'époque. Mais voilà, c'est une coïncidence et j'ai pas vraiment une inspiration tirée de là, quoi. Et quand tu ne lis pas de manga, qu'est-ce que tu fais? Autrement dit, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, d'autres passions? Alors quand je ne lis pas de manga, eh ben je m'ennuie. C'est vrai que bah, je lis des mangas tous les jours, sauf le week-end. Le week-end, en fait, souvent c'est le seul moment de la semaine où je lis pas de manga, assez curieusement. Parce que bah, vu avec le boulot, je suis pas chez moi de toute la journée, donc il y a que le week-end où je peux profiter d'être chez moi justement bah, pour faire autre chose que de lire des mangas, puisque je lis des mangas tous les jours dans le métro, dans le train, au boulot, à ma pause déjeuner. Donc le week-end, souvent je ne lis pas de manga, ça m'arrive mais c'est plutôt rare. Bah, quand je lis pas de manga, bah, je réfléchis à des idées pour la chaîne, je tourne des vidéos pour la chaîne, je fais du montage, et sinon pour m'éloigner de ça, bah, je joue un petit peu aux jeux vidéo, mais beaucoup moins qu'avant. Tout simplement parce que bah, vu que je travaille dans cet univers des jeux vidéo, c'est vrai que ça a beaucoup diminué mon intérêt pour ça, et que quand je rentre chez moi, bah, j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie une fois de plus d'être avec une manette entre les mains. Je regarde principalement, bah, je regarde des séries télé américaines, donc voilà, tout ce qu'on peut trouver sur Netflix, Amazon Prime, etc. Donc ouais, plus ou moins les grosses séries voilà, qui sont populaires, quoi. Ouais, c'est pas forcément très original, mais voilà, toutes les séries, Better Call Saul, Breaking Bad, Game of Thrones, voilà, toutes les grosses séries, Stranger Things, etc. Ouais, j'ai conscience que c'est pas très sexy comme passe-temps, mais voilà, ça me permet de décompresser, puis de pas penser au boulot, etc. Et puis de sortir aussi des mangas, de sortir un peu de YouTube. De temps en temps, je fais un peu de sport, pas beaucoup, pas autant qu'il en faudrait, mais un peu de vélo d'appartement, un peu de piscine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Quel est ton mot préféré? Alors mon mot préféré, j'en ai un en anglais, c'est indeed, qui veut dire en effet. Pourquoi je parle de l'anglais? Parce que de nos jours je parle plus français dans ma vie de tous les jours, je parle français que pour faire mes vidéos YouTube. Donc je parle quasiment exclusivement anglais, donc c'est vrai que indeed, je sais pas, c'est un mot... J'aime la manière dont il sonne, j'aime ce qu'il veut dire, c'est un mot qui veut tout dire.
Après, en français, un mot préféré... Non, je crois pas en avoir. Comme ça, sans trop réfléchir, il n'y a rien qui me... Ouais, bah, ouais, si, j'aime bien certes. En français, c'est un petit peu, ça se rapproche de l'idée de indie dans l'anglais, donc certes. C'est un mot que je dis assez souvent. J'aime bien ce mot certes, parce que c'est un mot... Déjà, c'est pas un mot qu'on entend forcément tous les jours. Et j'aime bien que c'est un mot, c'est le mot du compromis, certes. C'est-à-dire quand quelqu'un vous dit quelque chose et vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais au lieu d'être dans une posture, comment dire, aliénante ou agressive, si vous employez certes, vous montrez immédiatement que vous n'êtes pas bloqué et que vous êtes plus dans l'ouverture, dans le dialogue. Certes, j'entends ce que tu dis, mais... Voilà. Et du coup, j'aime bien le mot certes. Quel est le mot que tu détestes ? Il y en a un qui me vient comme ça, une fois de plus, sans trop réfléchir pendant 107 ans. C'est le mot gros. Gros. Pourquoi j'aime pas ce mot-là ? Déjà parce que c'est un mot que j'ai entendu pendant très longtemps, pendant toute mon adolescence, et même ouais, enfance, adolescence, puisque j'ai été obèse pendant longtemps. Et donc on va dire que j'ai bien ramassé à ce niveau-là, collège, lycée. Et donc le mot gros, c'est un mot que j'ai entendu très souvent et c'est un mot qui fait mal. Quand on l'entend et quand on sait pourquoi on l'entend. Je trouve que les gens qui l'emploient, bon évidemment je suis pas en train de dire, si tu dis c'est un gros camion, évidemment c'est pas de ça que je suis en train de parler, vous l'aurez compris. Quand on parle de quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres manières de le dire, il y a des manières plus subtiles de le dire, des manières plus polies, plus respectueuses, et que les gens qui emploient ce mot-là, justement souvent, bon, de toute façon je pense qu'ils s'en foutent, mais ils se rendent pas du tout compte du mal qu'ils peuvent faire avec ce simple mot, et qui ne se rendent pas compte non plus que quelqu'un qui a des problèmes de poids, quelqu'un qui est obèse, c'est pas forcément, je sais, ça va être une révélation pour certains, mais c'est pas forcément parce que cette personne, elle passe son temps à s'empiffrer. Il peut y avoir des raisons purement médicales derrière, il peut y avoir des raisons souvent psychologiques, et voilà. Donc, moi ça me viendrait pas à l'idée de me moquer de quelqu'un qui est, je sais pas, qui a son pied dans le plâtre et qui a des béquilles. Je vais pas me moquer de cette personne parce qu'elle a un handicap temporaire. Bon, je vais pas me moquer de quelqu'un qui est en surpoids, parce que j'ai aucune idée de l'histoire de cette personne, je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Voilà, peut-être une fois de plus qu'elle a des problèmes sérieux, médicaux, de métabolisme, peut-être qu'elle a des problèmes très sérieux psychologiques, et son surpoids n'est qu'un symptôme de ces problèmes-là, de ces problèmes très sérieux. Et donc, voilà, le mot gros, pour moi, si vous voulez me braquer immédiatement, vous prononcez ce mot-là et on sera pas copains, quoi. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres ? La persévérance. J'admire vraiment les gens qui sont persévérants, c'est-à-dire qui se donnent un objectif, un but, et qui ne lâchent pas l'affaire tant qu'ils n'y sont pas arrivés, quoi. Donc les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont très sportifs, qui se donnent un but d'être, je sais pas, d'être mince, d'être musclé, d'aller tous les jours 1 heure à la salle de sport et de s'y tenir tout le temps. Les gens qui veulent devenir, je sais pas, chirurgiens, avocats, qui vont se taper 10-12 ans d'études et ils vont s'y tenir, ils vont aller jusqu'au bout. Ouais, la persévérance, les gens persévérants, c'est quelque chose que j'admire parce que je le suis pas, sans être non plus... comment dire, je fais ce qu'il faut dans ma vie pour que voilà, je sois pas clochard et tout, mais je suis pas ultra persévérant. Enfin, ça m'arrive d'être persévérant, mais pas forcément là où il faudrait que je sois persévérant. Voilà. Par exemple, je suis persévérant avec ma chaîne YouTube, vu que ça fait presque 3 ans que j'y suis et que je pense qu'il y a beaucoup de gens à ma place auraient abandonné vu les scores. Mais comme je suis passionné, je m'accroche. Mais après, par exemple avec le sport, je sais que je devrais m'y atteler beaucoup plus que ça, beaucoup plus sérieusement, et
Voilà, je sais que je l'ai pas en moi le truc, et du coup je fais du sport une fois de temps en temps quand je trouve le courage, quoi. Mais voilà, la persévérance. Quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? Le défaut qui m'agace le plus, c'est une combinaison de deux choses, mais ça va main dans la main, vous allez voir. C'est la grossièreté, mais pas forcément la grossièreté verbale, la grossièreté comportementale, c'est-à-dire quelqu'un qui... vous lui tenez la porte, il vous dit pas merci, vous lui dites bonjour le matin, il vous répond pas, il vous pose une question, il vous demande un renseignement, vous lui donnez le renseignement, il vous dit pas merci. Voilà, cette grossièreté-là, la grossièreté, pas de dire des gros mots, mais de se comporter de manière grossière, et donc irrespectueuse, et donc c'est l'irrespect. Donc la grossièreté et l'irrespect, mais vraiment la grossièreté comportementale, ça, de pas dire merci, de pas répondre quand on dit bonjour, ce genre de choses-là, je ne supporte pas. C'est vraiment, j'ai envie de te mettre un Kamehameha x10 suivi d'un Genki Dama immédiatement, quoi. Parce que c'est tellement... Je connais, il y a des... Malheureusement, j'ai des collègues qui comportent comme ça, et ça me fait bouillir intérieurement. Je ne comprends pas, j'ai toujours envie de dire à ces personnes, mais pour qui tu te prends en fait? Qu'est-ce qui fait que tu viens me demander un renseignement, je te donne l'information que tu viens de me demander, et tu te casses sans me dire merci? Il est où le problème? Enfin, t'as 8 ans dans ta tête, ou qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc voilà, les gens grossiers comme ça, encore une fois tu leur tiens la porte, ils passent devant toi, pas merci, rien. Bon bah c'est la dernière fois où je te tiens la porte, hein, mon con, donc... Voilà, donc grossièreté et irrespect, ça va de pair. Quel son ou bruit aimes-tu particulièrement? Alors le son que j'aime particulièrement, il y en a pas mal, hein. Je suis assez sensible, je suis même très sensible au son, au bruit en général. J'aime énormément le bruit de la pluie, alors ça va pas faire très original, mais voilà, la nuit vous dormez, ou vous êtes en train de vous coucher, et puis vous entendez, il pleut, et il y a la pluie qui tape contre la vitre. J'aime beaucoup ça parce que ça me donne un sentiment de... C'est pas, je me sens, je me dis, ah tiens, là, dehors il fait un temps pourri, mais moi en ce moment je suis sous la couette, au chaud, je suis à l'abri, ça va quoi. Donc ça donne un sentiment de sérénité quelque part. Pour être encore plus précis, j'aime beaucoup le bruit de la pluie quand on est en voiture, à l'arrêt, et que vous entendez la pluie tomber sur la carrosserie. J'aime beaucoup ce bruit-là, je trouve que c'est très apaisant. Toujours pas dans l'originalité, j'aime beaucoup le bruit le ressac des vagues. Mais pas les vagues fortes, des petites vagues, des petites vaguelettes. Notamment si vous êtes la plage l'été, faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, mais vous fermez les yeux et vous entendez ça. Ouais, c'est très très apaisant. Quel son ou bruit ne supportes-tu pas? Le bruit ou le son que je supporte pas, c'est très simple, c'est les cris ou les pleurs d'enfants, tout ce qui est nouveau-né, bébé, très très jeunes enfants. Quand ils poussent leurs hurlements, c'est insupportable. Je peux pas, c'est un son, pour moi je préfère me mettre une perceuse dans l'oreille et appuyer sur power, quoi. Je pense que ce sera encore mieux, quoi. Non, pour moi c'est le son peut-être le plus agressif que je puisse entendre. C'est, comme je le disais, insupportable. S'il y a un bébé à nouveau-né pas loin de moi dans le métro, dans le train, je vais me lever, je vais partir, quoi, parce que je sais qu'il va se mettre à pleurer, que je vais vouloir balancer des Kamehameha une fois de plus, donc c'est pas possible. Donc voilà. As-tu une recette personnelle ou un plat, un aliment que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller? Alors on va dire que je suis pas forcément bon cuisinier, enfin certains le disent mais moi j'y crois pas, mais je sais cuisiner des choses simples, basiques, je sais pas de carbonara, pas de bolognaise, des escalopes de poulet, enfin voilà, des choses assez simples, hein, y a rien de sorcier. Le truc que je préfère manger, c'est pas du tout un plat et ça fait vraiment minable, mais c'est tout simplement un sandwich baguette thon mayonnaise. Voilà, donc tout le monde peut le faire. C'est pas forcément très bon pour la santé, mais c'est le truc que je pourrais manger presque tous les jours. Voilà, j'adore le thon mayonnaise, froid.
j'adore la baguette, donc voilà. Sinon, en plat un petit peu plus crédible, ouais, une fois de temps en temps, les pâtes carbonara, maison, ouais, ou le fish and chips. Le fish and chips maison, ça peut être sympa, avec une bonne bière, ça passe bien. Quelle serait ta profession idéale autre que la tienne? Alors ma profession idéale, je sais pas si on peut appeler ça une profession, et je sais qu'il y a tout un débat là-dessus, mais honnêtement, si je pouvais vivre de ma chaîne YouTube, faire ce que je fais maintenant, présenter des mangas, faire des vidéos sur des mangas, des vidéos thématiques, etc. Si je pouvais en vivre, je pense que ce serait le meilleur boulot du monde pour moi, parce que je suis passionné de manga, et quand je fais des vidéos, même si c'est du travail de mettre le matos en place, d'écrire des textes, de faire le montage, de publier les vidéos, de partager les vidéos, tout ça c'est des heures et des heures de boulot derrière chaque vidéo, mais voilà, je pourrais le faire tous les jours, et je suis vraiment passionné, et j'adore de manière aussi humble que possible transmettre ma passion de la lecture des mangas aux autres. Si je pouvais en vivre, ça serait clairement ma profession idéale. Après, comme ça, à mon avis, ça n'arrivera jamais. Je pense que bosser dans une librairie spécialisée manga, ça pourrait être assez proche. Alors pas être le patron, pas être posséder ma propre librairie, parce que ça c'est pas possible. Je veux dire, moi j'ai besoin d'avoir des vacances, j'ai besoin de... Je pourrais pas faire face à la montagne de paperasse, tous les mois, les impôts, les machins, par rapport à la librairie, c'est pas possible. Donc juste être employé, à temps plein, voilà, et même gagner salaire minimum j'imagine, mais de quoi vivre, de quoi survivre, mais tout en pouvant chaque jour conseiller les gens, et si possible leur faire découvrir des auteurs, des mangas, etc. Je pense que ça pourrait être très sympa, ouais. Quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Alors là, il y en a 1 million, des boulots que je ne voudrais pas faire, mais pour pas que la réponse soit trop longue, je dirais tout ce qui touche déjà au médical, c'est pas possible, parce que je vois une goutte de sang, tant que c'est mon sang, ça va. Si je me fais une petite coupure, je vois une goutte de sang, ça me fait rien, mais si je vois une goutte de sang de quelqu'un d'autre, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, je sais pas pourquoi. Mais donc tout ce qui est médical, tout ce qui a trait au corps humain, en général, laisse tomber, c'est mort. Après tout ce qui est évidemment des travaux très physiques, je sais pas, travailler sur un chantier, travailler dans une usine et tout ça, non quoi, enfin non. Je veux dire, je pense que ces boulots-là, tu les fais vraiment quand t'as aucune autre option et qu'il faut bien manger, quoi, mais... Enfin voilà, moi je suis pas physiquement, je suis pas d'une constitution physique très costaud, quoi, donc non. Voilà, tout ce qui est médical, dès qu'il y a une goutte de sang, machin, sortez le stéthoscope, Joséphine, non, c'est pas possible. Et tout ce qui est les travaux vraiment physiques, usine, chantier, machin, pêche en haute mer ou je sais pas quoi, non. Si Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? Alors s'il existe, bonne question, s'il existe, déjà j'aimerais qu'il me dise bienvenue, déjà, qu'il m'envoie pas bouler quoi, qu'il me dise bienvenue et puis qu'il me dise que là où je vais aller en fait, que je vais vraiment, que je vais être heureux pour, je sais pas, pour l'éternité ou un truc comme ça, c'est-à-dire que là où je vais, il y aura pas que la dépression n'existe pas, la maladie n'existe pas, le malheur n'existe pas, les cons n'existent pas, les gens grossiers n'existent pas, que en fait, en gros, là où je vais, c'est le pays des bisounours, quoi. Voilà. Non, mais sérieusement, s'il existe, déjà il me dit bienvenue, et encore une fois, je pense que qu'il y a un endroit où, voilà, que la souffrance, avec un S majuscule, la souffrance dans son intégralité est une chose inexistante, qui ne pourra jamais exister dans cet endroit-là.
et que ça sera que du bonheur avec un B majuscule, quoi. Ton domicile est en train de brûler. Tu ne peux sauver que 3 mangas des flammes. Lesquels choisis-tu? Alors ça c'est vraiment, effectivement, la question infernale, la question de l'enfer. Si mon domicile brûle, en plus malheureusement c'est quelque chose dont j'ai déjà fait l'expérience par le passé, mais bon je vais pas rentrer dans les détails. Mais je sauverai, je pense, les mangas, alors pas forcément des mangas qui ont le plus plu, paradoxalement, mais je pense que j'essaierai de sauver 3 mangas qui, par exemple, sont introuvables de nos jours, donc des mangas voilà, que s'ils disparaissent, je pourrais jamais les relire, quoi. Alors en premier, je pense, sans trop hésiter, je sauverai Histoire d'un couple, de cet auteur coréen, puisque c'était édité chez Ego Comics, et l'éditeur français a mis la clé sous la porte. Donc à moins qu'il y ait un autre éditeur francophone qui reprenne le titre, le bouquin de nos jours il est quasiment introuvable. Et en plus, je l'ai adoré, ça a été une de mes meilleures lectures, toutes lectures confondues. Donc Histoire d'un couple, ça je le sauverai. Pour le côté... je vais me contredire parce que c'est un manga qu'on peut retrouver de nos jours, mais peut-être pour le côté, comment dire, affectif, j'essaierai de sauver l'intégralité des Akira, parce que Akira pour moi, je l'ai lu il y a très longtemps, et j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à l'achat des volumes et tout. À l'époque c'était toute une aventure pour aller trouver les volumes de Akira. Donc j'ai un fort côté affectif, et puis Akira c'est un manga qui m'a tellement marqué, c'est peut-être le manga qui m'a le plus marqué dans l'univers manga. Donc je pense que j'essaierai de sauver ça, Et après, je regarde... qu'est-ce que j'essaierai de sauver Bon allez, sans trop réfléchir, sans y passer 2 heures, en troisième, je sauverai... Journal d'une disparition. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est vrai que Journal d'une disparition, j'en ai parlé sur la chaîne, et c'est un manga, c'est un ovni, quoi, le truc... c'est génial, quoi. Si vous n'avez pas lu Journal d'une disparition, c'est une perle, et c'est à la fois drôle, à la fois triste. Donc c'est vraiment génial, et j'essaierai de sauver ça, quoi. Bon bah voilà, c'était toutes mes réponses à mes propres questions. J'ai essayé de répondre de manière très honnête et très directe. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques petites choses à mon sujet et sur la chaîne en général. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez des questions subsidiaires par rapport à tout ce que j'ai dit, si des choses n'étaient pas claires, si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orion Manga. Allez, ciao!